Bonjour à tous, nous sommes le 2 juin 2024 pour un nouveau rapport de situation. Avant de commencer, je tiens à signaler que le prochain SITREP n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais dans 15 jours, car je serai de nouveau en déplacement. Je m'en excuse, mais comme vous le verrez la semaine prochaine, c'est pour vous ramener des super reportages et interviews depuis un endroit très intéressant. Donc voilà, prochain rapport de situation, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. On va commencer par la situation militaire. L'armée russe continue d'avancer un petit peu partout sur la ligne de front, de Kharkov à la région de Zaporozhye, en passant par la région de Donetsk. Mais c'est principalement des avancées de type nivellement du front, c'est-à-dire prise de champs, de zones forestières autour des villages qui ont été récemment libérés. C'est aussi des avancées dans les zones urbaines comme à Tchassov-Yar ou à Krasnogorovka. Krasnogorovka, qui est actuellement à peu près à 60% sous contrôle de l'armée russe. On a découvert un truc assez intéressant, c'est que le commandement de la 9e brigade d'infanterie des forces armées ukrainiennes, qui se trouve à Krasnogorovka, lorsqu'elle part pour des positions plus avantageuses, c'est-à-dire quand elle se retire, ils ont donné l'ordre aux soldats ukrainiens de tuer immédiatement les civils s'ils en détectent. Voilà, c'est-à-dire s'il y a des gens qui sont restés, qui ont refusé d'évacuer et qui se font détecter par l'armée ukrainienne quand elle se retire, les soldats ukrainiens ont l'ordre de leur tirer dessus. J'ai plus de mots. Là, voilà. Non, mais pour vous dire à quel point l'armée ukrainienne défend et protège les civils. Comme je vous le disais, donc il y a toujours des combats intenses, tant en région de Kharkov, en région de Donetsk et en région de Zaporozhye. Alors en région de Kharkov, la progression russe est ralentie suite à l'arrivée continue de renforts ukrainiens qui tentent même des contre-attaques. On a eu 4 tentatives de contre-attaque près de Volchansk, mais malgré ça, les troupes russes ont quand même réussi à avancer d'à peu près 600 mètres dans certaines zones. Dans la direction de Liptsi, là, il y a eu 2 contre-attaques que les unités russes ont repoussées et elles ont avancé de 250 mètres. Voilà. Près de Volchansk, il y a aussi un MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne qui a été abattu. Près d'Avdeïevka, les troupes russes, après avoir achevé le nettoyage de Netailovo, ont commencé l'assaut sur Karlovka et des combats ont déjà lieu près de la périphérie de Karlovka et du village de Sokol. Et puisque l'armée russe continue à avancer de manière assez logique, elle continue aussi de capturer de nouveaux soldats ukrainiens, entre autres là en région de Kharkov, près de Berestovoye, les forces armées russes ont capturé plus de 70 soldats des forces armées ukrainiennes. À certains endroits, ce sont des unités entières qui se rendent aux soldats russes. Beaucoup disent qu'ils sont envoyés avec un entraînement totalement insuffisant. Les armes, en gros, on les envoie à poil, enfin c'est à peu près ça. Hein. Donc les gars, si tu veux, ils comprennent vite que vaut mieux se rendre que de mourir comme ça, avec même pas de quoi se défendre correctement. Enfin, c'est hallucinant. D'ailleurs, la conscription continue à plein régime en Ukraine. Là, ils en sont effectivement à essayer de faire rentrer dans l'armée des gens qui sont attardés mentaux. Voilà, légers, voilà, des gens avec un retard mental léger. Et ils disent, mais si, à l'arrière, ils peuvent servir. Ben écoute, ça va te donner une belle armée, très efficace, tout ça, hein, voilà. Puisqu'on parle d'ailleurs de qualité des soldats, etc., on a de nouveau trouvé le corps d'un mercenaire français qui aurait, semble-t-il, mis fin à ses jours plutôt que d'être capturé en direction de Donetsk. Son corps a été découvert par les soldats russes lorsqu'ils ont pris les positions sur lesquelles il se trouvait. Il porte entre autres un chevron avec le drapeau français et celui du 2e régiment parachutiste de la Légion étrangère. Donc, ouais, ça c'en est encore un qui a déserté pour aller, ou avec l'approbation de sa hiérarchie, pour aller combattre en Ukraine. Mais je trouve que ça commence à faire un petit peu, deux déjà en quelques semaines, avec drapeau français, chevron, etc. Ça commence quand même à appuyer, surtout que, semble-t-il, ça y est, Macron serait d'accord pour envoyer donc des instructeurs français en Ukraine. Donc ce genre d'image, vous allez voir se multiplier, les enfants. Préparez-vous psychologiquement, parce que ça va se multiplier.
Voilà. De son côté, l'armée ukrainienne continue de bombarder régulièrement Donetsk, Gorlovka, la région de Belgorod et même Lugansk. Ils ont frappé Lugansk avec des HIMARS. Ça a fait des blessés parmi les civils. Ils ont aussi alors tenté de frapper 2 sites de détection anticipée de missiles balistiques. Alors contrairement à ce que j'ai pu lire à droite à gauche, non, ils n'ont pas détruit les radars. Dans l'un des endroits, l'un des drones a touché en fait un des bâtiments. Donc ce sont des attaques par drone, parce qu'il y en a qui me disent ouais mais pourquoi ces radars ils ont pas vu l'attaque? Ben parce qu'ils sont faits pour détecter des missiles balistiques nucléaires, ils sont pas faits pour détecter des drones. C'est pas leur boulot. D'ailleurs l'un des drones qui a été utilisé pour attaquer le système radar Voronezh DM près d'Armavir ont été publiés et il s'avère que le drone est portugais. Oui, un Tekever AR3. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'été dernier, quand Ribar en avait parlé, avait dit que l'armée ukrainienne avait été dotée de ces drones portugais. Il y avait des publications des médias portugais qui dit non, non, mais non, c'est pas vrai, c'est des fake news. Bon, voilà. Vous savez ce que valent maintenant les fact-checking de ces médias et des autorités occidentales de manière générale. Quand ils vous disent non, non, c'est pas vrai, vous pouvez prendre la déclaration et la jeter à la poubelle. Voilà. Donc moi quand je vois les États-Unis qui sont là en train de jouer, oh là là, mais ça nous inquiète ces frappes ukrainiennes sur des sites de détection de frappes nucléaires. Ça risque de mener une escalade de la situation. Et puis en plus ces installations ne participent pas à la surveillance des hostilités en Ukraine, ce qui est vrai. Ces installations n'ont rien à voir avec le conflit actuel. Vous comprenez que c'est du pipeau et une tentative pitoyable de se dédouaner. L'Ukraine n'enverrait pas des drones occidentaux ou n'utilisera pas d'armes occidentales contre des cibles militaires sur le territoire russe sans avoir reçu l'aval des pays en question ou de l'OTAN. Donc, c'est clairement une tentative des États-Unis d'essayer de rendre en fait la Russie aveugle en cachant ça derrière. Oui, mais c'est pas nous, c'est l'Ukraine. Bon, vous jouez un jeu très dangereux, les enfants là. Là, vous êtes en train de jouer avec le feu nucléaire, donc vous allez arrêter les conneries, mais vite, très très vite, parce que si on passe en mode troisième guerre mondiale avec annihilation nucléaire, ça va très mal se finir pour vous aussi. Je vous le signale quand même, je rappelle, la Russie est le pays qui a le plus d'ogives nucléaires au monde et elle est dotée d'un système de réponse automatique. D'accord? Donc même si vous endommagez ces systèmes de détection anticipés, qui sont là pour donner plus de temps en fait au commandement russe pour prendre une décision, si vous arrivez à frapper Moscou, le système automatique tirera ses ogives, donc vous finirez vitrifié quand même. Donc est-ce que vous pourriez arrêter les bêtises, arrêter de sniffer des rails de coke longs comme le transsibérien et redescendre sur Terre, ça serait pas mal. Voilà. Ça serait bien aussi que les gens se réveillent un petit peu et que vous commenciez un petit peu à gueuler auprès de vos autorités pour qu'ils arrêtent les bêtises. Parce que là, on est en train de jouer avec des trucs avec lesquels il faut pas jouer. Voilà. Surtout que là, maintenant, plusieurs pays occidentaux autorisent désormais l'Ukraine à utiliser leurs armes pour frapper le territoire russe. On en est à 11 pays, à savoir entre autres la Grande-Bretagne, bon, c'est pas une grande surprise, le Canada, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande, la France, ouais, la République tchèque et la Suède. Voilà, donc en clair, va y avoir encore plus de victimes civiles avec des armes fournies par ces pays, dont la France. Voilà. Bon, bah, vous savez qui incriminer en cas de victime civile, c'est bien, on sait qu'il faudra faire asseoir sur le banc des accusés au Nuremberg numéro 2. La Russie, de son côté, continue quotidiennement les frappes en profondeur dans le territoire ukrainien, frappant des entrepôts d'armes, entre autres à Rovno. Elle a frappé 2 centrales hydroélectriques, dont une sur le Dniepr, l'aérodrome de Staro-Konstantinov aussi, et d'autres cibles, entre autres vers Odessa, en région de Kiev, Vinitsa et d'autres. Cette semaine a eu lieu un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie au format 75 par 75. La Russie voulait échanger 500 prisonniers pour 500, mais l'Ukraine a dit non, il n'y a que ces 75 là qui nous intéressent, c'est les plus néo-nazis. Les autres, on s'en fout.
Voilà, ça fait plaisir. Alors, petite chose intéressante d'ailleurs, puisqu'on parle un peu de prisonniers, puis donc qui font partie, hein, tant qu'ils ne sont pas échangés, des pertes. L'analyste Jeffrey Sachs a donné une interview à Tucker Carlson. Alors, pour ceux qui parlent anglais assez bien ou qui le comprennent en tout cas suffisamment, je vous conseille d'aller voir son interview. Elle est assez longue, mais elle est super intéressante. Et dedans, Jeffrey Sachs dit qu'environ 1 demi-million de soldats ukrainiens sont morts pour rien dans le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie. Il dit aussi que, en gros, les politiciens américains qui votent pour la poursuite de la guerre, hein, en continuant à financer et à armer l'Ukraine, même ceux qui savent à propos de ces chiffres, en gros, ils s'en foutent. Voilà, c'est jusqu'au dernier Ukrainien. Et puis, puisqu'on parle de gens qui s'en foutent d'un certain nombre de conséquences, on a le secrétaire général de l'OTAN qui a aussi déclaré que il proposait d'allouer 40 milliards d'euros par an pour aider l'Ukraine et de rendre ces fonds obligatoires. Hein, voilà, donc la prochaine fois que les autorités françaises vous disent qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, voilà, vous saurez où part votre argent, hein, 40 milliards d'euros par an, pour le tonneau des Danaïdes qu'est l'Ukraine. Voilà. Et puisqu'on parle, entre autres, d'un certain nombre de crimes de guerre de l'armée ukrainienne, on va parler torture, puisque ça y est, la Cour européenne des droits de l'homme s'est enfin un petit peu réveillée. Ils ont accepté l'ouverture d'une procédure contre l'Ukraine pour torture sur un soldat russe, Denis Reznikov. Alors son nom vous dit peut-être rien, mais si je vous dis adolescente que j'ai interviewée il y a 2 mois à propos de son papa capturé par l'armée ukrainienne et qu'ils ont tenté de faire chanter l'adolescente pour lui faire commettre des crimes. Eh oui. C'est son papa, c'est le papa de la petite Elisaveta que j'avais interviewé. Donc je rappelle, son papa s'était porté volontaire en 2022 pour servir dans l'armée. Il a été capturé fin mars 2024 et donc des hommes ont appelé la fille de ce dernier pour essayer de la faire chanter, de lui faire peur, lui dire voilà, on a ton papa, si tu veux pas qu'il lui arrive des bricoles, tu fais ce qu'on te demande. Bon, elle a vite compris que ce qu'on allait lui demander, ça allait être des crimes. Bon, elle avait totalement raison, hein. Le dernier ordre qu'elle a reçu, ça a été d'aller photographier un bâtiment militaire, ce qui est interdit. Voilà, donc comme on a médiatisé toute cette affaire, et c'était le but, c'était de donner une chance à Denis. Eh bien, ça a marché. Ça a marché puisque une activiste qui vit en Italie, mais qui vient de Donetsk, Irina Vichoreva, a décidé de prendre l'affaire en charge. Elle a une organisation, Speranza, qui se trouve en Italie, qui a engagé un avocat pour Elisaveta et Anastasia, et ils ont envoyé 2 demandes. Alors, une au Comité européen pour la prévention de la torture, le CPT, et une auprès de la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme. Donc le CPT a répondu favorablement à la demande de l'avocat. Ils ont ajouté Denis Reznikov à sa liste de prisonniers dont ils vont s'enquérir dès qu'un de leurs employés va se rendre en Ukraine. Donc il va aller vérifier quelles sont ses conditions de détention, les circonstances de sa captivité et s'il a été torturé ou non. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis le 17 mai, c'est la CEDH qui a enfin répondu en acceptant d'ouvrir une procédure contre l'Ukraine pour torture. Donc là, l'avocat d'Elisaveta a jusqu'à fin juin pour déposer tous les documents et preuves étayant la plainte. L'avocat a aussi contacté le ministère suisse des Affaires étrangères. Alors pourquoi ? Je rappelle que bien que ce soit complètement bidon, aura lieu bientôt en Suisse, ce fameux sommet pour la paix. Hein, bon, en fait, il n'y aura pas grand monde à part l'Ukraine et ses petits sponsors occidentaux, parce que la Chine a dit qu'elle irait pas vu que la Russie n'est pas invitée. Et là, l'Arabie Saoudite a dit pareil. Donc, je pense qu'il y a un petit paquet de pays qui vont dire vous êtes bien gentils, mais bon, hein, si c'est pour discuter entre nous, on n'ira pas. Mais bon, ce sommet aura lieu. Et il aura lieu en Suisse. Donc, ils ont décidé de contacter le ministère suisse des Affaires étrangères pour fournir là aussi les preuves de la torture exercée sur Denis Reznikov. D'après la médiatrice aux droits de l'homme de la RPD, Daria Morozova, il est déjà inclus dans la liste des prisonniers susceptibles d'être échangés.
Je ne sais pas s'il a fait partie des 75 qui ont été récupérés. Cette semaine, on attend encore une liste pour savoir qui a été récupéré. En tout cas, ça laisse quand même de l'espoir. Espoir d'autant plus grand qu'on voit que la CEDH s'est enfin sorti les doigts d'un endroit que je ne nommerai pas, parce que je rappelle quand même que depuis 2014, il y a eu des milliers de dépôts de plaintes de la part d'habitants du Donbass contre l'Ukraine pour crimes de guerre, des gens qui ont soit eu leur maison bombardée, soit qui ont perdu des proches ou qui ont été eux-mêmes blessés lors de bombardements de l'armée ukrainienne, et que tous ces dépôts de plaintes ont systématiquement subi le classement vertical, c'est-à-dire l'envoi direct à la poubelle sans fioriture. Donc là, le fait qu'ils aient enfin ouvert une procédure contre l'Ukraine, c'est déjà un point positif. On va voir s'ils vont aller jusqu'au bout de la démarche, mais déjà un bon point, pour une fois. Et puisque je parle du tonneau des Danaïdes qu'est l'Ukraine, eh bien, vous donner un petit exemple de la façon dont la corruption endémique continue de siphonner le budget de l'État, eh bien, il faut savoir que l'Ukraine a dépensé depuis 2022 25 millions de dollars pour les pingouins. Oui. En 2022, ils ont dépensé 1,5 million de dollars. En 2023, 11,7 millions. Et en 2024, ils vont en dépenser 11,6. Voilà, des fonds qui servent prétendument à entretenir la station ukrainienne académique Vernadsky et des expéditions scientifiques en Antarctique. Centre qui est dirigé par Evgeny Diki, ex-commandant d'une compagnie du bataillon néo-nazi Haïdar. Ouais. Bon, sauf que quand on regarde un petit peu à quoi servent les appels d'offres de ce centre de recherche, comment dire, j'espère qu'ils nourrissent pas les pingouins avec ça, parce que le dernier appel d'offres comprend donc l'achat de 168 bouteilles de vin rouge, 112 bouteilles de vin blanc, 28 bouteilles de vin mousseux, 5 jeux de fléchettes, 70 kilos de barres de chocolat, 140 kilos de darnes de saumon et 42 kilos de pistaches. Pauvre pingouin. Et puis, pendant que le tonneau des Danaïdes continue de faire son office, forcément, la dette nationale de l'Ukraine explose. Elle a dépassé les 6 000 milliards de grivnia, soit environ 150 milliards de dollars, soit quasiment l'équivalent de la totalité du PIB du pays. 173 milliards de dollars l'année dernière. Bon, vous comprenez que ce pays est en faillite totale et que il ne vit plus que grâce à l'argent de vos impôts qui est envoyé pour essayer de le maintenir plus ou moins à flot. Voilà. Non, le jour où les injections de pognon s'arrêtent, le pays s'effondre tout simplement. Voilà. Et en parlant d'effondrement, forcément, l'effondrement économique n'est pas le seul. Après l'effondrement culturel, religieux, on a l'effondrement sanitaire. Ça y est, la saison du choléra a commencé en Ukraine. C'est le ministère de la Santé du pays qui a fait cette déclaration. Non, sérieusement, les gars, vous vous rendez compte, le choléra, les enfants, dans quel pays civilisé les gens chopent le choléra? Non, ça vous donne une idée de l'état du pays. Voilà, donc c'est des gens qui doivent aller en Ukraine, je sais pas, pour voir des proches ou quoi. Faites très attention, n'allez pas choper cette saloperie parce que là ça va pas être Jojo, c'est pas une petite maladie, le choléra, c'est pas sympa du tout et normalement c'est des trucs qu'on voit plus que dans des pays du tiers-monde. Je veux dire, ça vous donne une idée de jusqu'où l'Ukraine a plongé. Voilà. Et on vous demande toujours plus d'argent pour ce tonneau des Danaïdes. Voilà. Un petit point sur la Géorgie, puisque, comme on s'y attendait, le Parlement géorgien a surmonter le veto de la présidente concernant la loi sur les agents étrangers en Géorgie. Les menaces américaines et européennes n'ont pas stoppé le parti Rêve géorgien. Ses représentants ont déclaré que la Géorgie choisissait la souveraineté. C'est un très bon choix, mais ça va pas être simple. Il faut s'attendre clairement à des manifestations, de nouvelles menaces,
peut-être même des sanctions de la part des États-Unis ou de l'Union européenne, augmentation potentielle des activités subversives, peut-être même tentative de coup d'État, hein, ils l'ont déjà fait en Géorgie, hein, ça serait pas la première fois. Donc là, il va falloir surveiller la situation en Géorgie d'assez près, puisqu'il est clair que les autorités géorgiennes, hormis la présidente franco-géorgienne, hein, je rappelle, à part elle, les autres n'ont pas envie que la Géorgie devienne un deuxième front contre la Russie. Donc c'est une très bonne chose, c'est bien que les Géorgiens aient de la mémoire. Mais c'est clair que le chemin qu'ils ont décidé d'emprunter est le bon, mais il sera pas facile. Donc il va falloir être très 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 attentif concernant la situation en Géorgie et s'assurer que la Géorgie ne subira pas une nouvelle révolution de couleur, comme la révolution des roses qui avait porté Saakashvili au pouvoir. Saakashvili qui, je rappelle, en 2008 donc avait lancé l'attaque de la Géorgie contre l'Ossétie du Sud, qui avait obligé la Russie là aussi à intervenir. Voilà. C'est un petit site très 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 court, parce que je dois me préparer à partir. Mais donc je vous dis à dans 15 jours pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.